Bien. Bonjour à tous. Voilà, il y a une assistance très nombreuse ici cet après-midi, donc merci de votre présence. Merci par avance pour votre concentration tout au long de l'après-midi, parce que nous recevons, dans le cadre des rendez-vous philosophiques, deux conférenciers, vous allez voir, de grande qualité. Monsieur Vallon sera le premier intervenir. Monsieur Seff, pardon, voilà, qui va le premier intervenir pour parler des étrangers et de Montaigne, et puis ensuite, contrairement à ce que je disais, donc ce sera Monsieur Vallon qui interviendra en deuxième partie de l'après-midi. Alors, à chaque fois, vous avez un exposé, et puis ensuite, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions dont vous aurez envie à nos conférenciers. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vous cède la parole. Monsieur Poncet, peut-être quelques mots. Quelques mots, oui. Rapidement, je pense qu'il est important de remercier tous ceux qui ont œuvré à la bonne tenue de ces rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, donc nos collègues de philosophie. J'ai une pensée particulière pour Mme Crière, que je remplace aujourd'hui en tant que président de séance, qui m'a demandé de le faire parce qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Remercier donc l'ensemble des lycées partenaires, donc des lycées d'Orléans. Alors je vais en oublier certainement. Il y a Jean Zay, Poitiers, le lycée Saint-Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je vais en oublier quand même parce que je suis vraiment pas doué. C'est sur la première page. Ah bah voilà, merci. Donc Jean Zay, Poitiers, donc le lycée Voltaire bien entendu, Saint-Paul, Villon à Beaugency et le lycée Benjamin Franklin. Je crois qu'il est temps que je cède la parole à quelqu'un qui sera bien plus intéressant que moi, qui est donc Monsieur Sel, qui va évoquer donc Montaigne pour nous. Merci beaucoup. Merci, ça marche. Bien, bonjour, petit essai de micro, ça marche correctement? Pas des masses? Bon, et là, ça marche mieux? Bon, je vais le tenir à la main, je n'aime pas beaucoup, mais je vais me débrouiller. Bon, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je parle environ 55 minutes, je crois, d'après les instructions que j'ai eues. Le thème, c'est une phrase de Montaigne. Vous connaissez Montaigne, l'auteur des Essais, écrivain et philosophe français du XVIe siècle. Cette phrase dit « Ces exemples étrangers ne sont pas étranges ». Et cette phrase s'inscrit donc en plein dans le thème des journées philosophiques d'Orléans. Alors, ces exemples étrangers ne sont pas étranges. Premier petit commentaire, ensuite je ferai un détour dans les Essais de Montaigne et ailleurs même, vous verrez, pour revenir à cette phrase. Mais je commence par un premier commentaire. On est dans un chapitre qui s'appelle « De la coutume » et de ne changer aisément une loi reçue. Et Montaigne vient de faire une petite description de coutumes de coutumes alimentaires assez extraordinaires, de manger des lézards, de faire cuire des crapauds, de manger des insectes. Bon. Et il dit « Ces exemples étrangers ne sont pas étranges ». Alors qu'évidemment, au premier abord, on est surpris par ces pratiques exotiques, disons. Que veut dire Montaigne? Il veut dire que, dans un premier temps, on est surpris, voire même choqué ou dégoûté par ces coutumes, et que dans un deuxième temps, en réfléchissant un petit peu, on se dit qu'on peut comprendre les motivations et les éléments culturels qui justifient ou qui expliquent ce genre de pratique. Mais il y a une réciproque, et c'est ce qui va peut-être m'intéresser le plus dans mon propos d'aujourd'hui, qui est, non pas de dire ces exemples étrangers ne sont pas étranges, mais les exemples propres, familiers, ce que nous faisons, d'une certaine manière, sont étranges. Et on a le deuxième regard de Montaigne qui consiste à estranger, j'emploie ce mot délibérément et je l'expliquerai plus tard, les pratiques culturelles qui nous paraissent aller de soi et qui sont les nôtres. Et donc, nous avons en tête, pendant tout le petit moment de mon propos, ces deux idées symétriques, arriver à comprendre les pratiques étranges des étrangers et arriver à se déprendre de nos propres pratiques qui nous paraissent si familières. Premier temps, il y aura 4 temps dans mon exposé. Premier temps, 2 modalités de l'apparition de l'autre. Et là, je remonte bien en amont, intellectuellement parlant, du livre de Montaigne. L'autre, l'étrangeté de l'autre, l'étrangeté de l'étranger, peut apparaître dans mon expérience et dans mon champ de conscience de 2 manières différentes. Il y a un premier mode qui est la rencontre, et il y a un deuxième mode qui est la séparation. Premier mode, la rencontre, c'est une modalité externe,
C'est tout simplement la chose la plus commune, si on veut, mais qui peut être la plus extraordinaire dans la vie. C'est quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, tout simplement, et que d'un seul coup, un tempérament, un physique, une voix, une allure générale, des opinions peuvent nous paraître un peu extraordinaires, voire étranges. Dans la vie professionnelle, on rencontre de nouveaux collègues, ou dans la vie personnelle, ça peut être une rencontre amoureuse, un coup de foudre, ou encore la rencontre d'un artiste, d'un écrivain qui peut changer sa vie, ou Platon, par exemple, rencontrant Socrate et ayant, au fond, l'esprit totalement transformé par cette rencontre. Bon, ça peut être c'est le plus banal, ça nous arrive à tous très quotidiennement, mais ça peut être aussi le plus extraordinaire. Bon. Mais il y a un deuxième mode auquel on pense peut-être moins de l'apparition d'étrangeté de l'autre, c'est la séparation. Et cette fois-ci, ce n'est plus une rencontre externe, c'est une séparation interne. Celui ou celle que l'on croyait connaître apparaît brusquement comme un autre. Ça peut être la brouille entre deux frères qui se sont très bien entendus pendant 10, 15, 20, 25 ans et qui d'un seul coup, pour quelque raison que ce soit, se brouillent, se séparent, et voilà. C'est bien entendu la rupture amoureuse, où la personne qu'on croyait connaître, avec qui on a vécu plusieurs années, apparaît brusquement, de façon négative, et on dit « je croyais le connaître » ou « je croyais la connaître » et je suis extraordinairement surpris. Ça peut être aussi des ruptures dans le champ de la politique. Bon, et dans beaucoup d'autres domaines, ou dans un groupe de musique, enfin bon, voilà, apparaît une étrangeté chez quelqu'un que l'on croyait connaître. Alors, je précise, j'ai donné des exemples de rencontres positives, comme un coup de foudre amoureux, ou de séparation négative, comme une brouille entre deux frères ou deux amants. Mais le contraire peut se produire. Une rencontre peut être très malheureuse, on peut rencontrer pour son malheur quelqu'un qui va nous faire du mal, et la rupture, certaines ruptures peuvent être extrêmement bénéfiques. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ce sont deux modalités de la saisie d'une étrangeté. Alors, tout ce que je viens de dire, j'ai pris des exemples au niveau individuel. Mais la même chose peut se produire au niveau collectif, voire même à un niveau très large. Et c'est le cas de l'Europe du XVIe siècle, de l'Europe de la Renaissance, où ces deux modes de surgissement de l'étranger et de l'étrangeté de l'étranger vont se manifester. La rencontre et la rupture. La rencontre, vous devinez tous à quoi je pense, c'est la découverte de l'Amérique, 1492, et je rappelle juste, je ne suis pas professeur d'histoire, mais je rappelle juste quelques dates, hein, la conquête par les Espagnols, puis les Portugais, et même un peu les Français, du Nouveau Monde. En 1521, c'est la chute de Mexico devant Cortés. En 1533, c'est la fin de l'Empire Inca, avec le conquistador Pizarro, et en 1555, c'est l'installation des Français dans ce qui est actuellement le Brésil, puis ensuite les Français seront chassés par les Portugais. Alors pourquoi je donne ces trois dates? C'est parce que ces trois moments successifs de la conquête du Nouveau Monde par les Européens, français, portugais et surtout espagnols, ont été un véritable choc, et un choc extraordinaire pour la conscience européenne. C'est-à-dire que l'Europe qui connaissait l'Asie, qui connaissait l'Afrique, qui connaissait l'Orient, mais croyait connaître la totalité du monde. Et on découvre un continent absolument inconnu. C'est un choc considérable, d'autant que les modes de vie, les cultures, les croyances, les techniques de ces peuples découverts au Nouveau Monde sont dissonants par rapport à ce qui se fait en Europe. Rencontre externe. Et deuxièmement, le même XVIe siècle connaît une immense rupture, qui est une rupture religieuse. Là aussi, je ne vous l'apprends certainement pas, c'est la réforme, ou plutôt l'ensemble des réformes protestantes. En 1517, ça fait exactement 500 ans cette année, c'est Luther qui en Allemagne rompt avec ce qu'on va appeler le catholicisme, et 20 ans plus tard en France, c'est Calvin. Voilà, protestantisme allemand, protestantisme français. C'est un choc également très important, et plus encore que le choc de la découverte du Nouveau Monde. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, l'Occident vivait dans une sorte d'unité chrétienne qui est brisée par l'émergence de ces deux très puissants courants de rénovation religieuse que sont les différentes réformes luthériennes, calvinistes, et puis il y en a quelques autres aussi. Et dans les deux cas, l'Europe se trouve confrontée à des formes d'étrangeté externes et internes un peu difficiles à comprendre. Hein. Et pour simplifier beaucoup, je dirais le cannibale et le protestant. Il y a un chapitre de Montaigne, livre 1, qui s'appelle « Des cannibales ».
parce que certaines populations, pas toutes du Nouveau Monde, pratiquaient un cannibalisme rituel, disons. Non pas destiné à se nourrir, mais destiné à ingérer la chair de l'ennemi, en fait. Cannibalisme rituel, bon, le cannibale. Et puis le protestant, pour la grande majorité des chrétiens du XVIe siècle, c'est une chose inintelligible. Quelqu'un qui rejette le pape, quelqu'un qui rejette les traditions catholiques, etc. Bon, le cannibale, le protestant, ce sont deux figures de l'étranger au XVIe siècle, l'un qui vient de l'extérieur, l'autre qui vient de l'intérieur. Or, comment penser ces événements? Et j'arrive à la fin de mon premier point. Il peut y avoir une première réaction qui est la fuite devant cette étrangeté. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur, alors on va disqualifier cette étrangeté du cannibale ou du protestant en s'en moquant, en le dénigrant, ou alors en le folklorisant. Bon. Et puis il y a une deuxième réaction qui est non pas la fuite, mais qui est une sorte de réduction intellectuelle. On va essayer d'interpréter ces étrangetés avec ses propres catégories mentales. On dira par exemple que les cannibales sont des sortes de sorciers, ou bien que les protestants sont je ne sais pas quoi, enfin bon, avec les catégories déjà disponibles dans la culture de l'Europe du XVIe siècle, on va tenter au fond de réduire ce nouveau à du bien connu. Dans les deux cas, ça se fait avec beaucoup de violence. Comme vous le savez, la conquête espagnole, portugaise et française, mais espagnole surtout du Nouveau Monde, a été évidemment d'une violence extraordinaire. On a même parlé d'ethnocide, c'est-à-dire de destruction de civilisation. Il y a eu des massacres de population, enfin bon, ça a été extrêmement violent. Et par ailleurs, la rupture religieuse en Europe a occasionné des guerres de religion qui ont été très violentes. En France, les guerres de religion ont duré de 1562 à 1598, enfin pratiquement 40 ans, plus de 40 ans, pratiquement 50 ans, et ont été extrêmement cruelles, violentes, enfin bon, c'était une période extraordinairement dure. Autrement dit, cette rencontre de l'étranger externe ou interne, c'est souvent faite, ou cette rencontre, ou cette scission, cette confrontation, voilà, avec l'étranger interne ou externe, c'est faite sur le mode de la violence. Alors, je passe à mon point 2 qui concerne Montaigne. Montaigne est né en 1533, il est mort en 1592, et il a passé au fond toute sa vie d'adulte dans un contexte de guerre religieuse, d'autant qu'il habitait dans le sud de la France, à côté de Bordeaux, à un endroit où au fond il y avait beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, et les conflits, les combats étaient extrêmement fréquents. Il n'est pas né au bon moment, et il n'est pas né au bon endroit. Voilà. Montaigne va penser, et c'est pourquoi il m'a paru intéressant de vous parler de ce thème dans le cadre de la thématique de ces journées, Montaigne va essayer de penser justement cette étrangeté de l'étranger, que j'appelle moi externe ou interne, vous avez compris. Montaigne pense d'abord en relation avec l'expérience. Il a l'expérience des débats théologiques, il a l'expérience de ce conflit religieux, et d'ailleurs dans sa famille, 2 de ses frères sont protestants. Et 2 de ses frères sont catholiques, et lui est catholique. Donc déjà, au sein même de sa famille, il y a la confrontation. Bon. Et deuxièmement, il s'intéressait énormément au Nouveau Monde, il n'y est jamais allé, mais il avait avec lui un domestique qui avait vécu 10 ans, 12 ans, avec Villegagnon au Brésil pendant l'occupation française, qui a été assez brève, puisqu'encore une fois les Portugais ont chassé les Français ensuite, dans ce qui est actuellement le Brésil. Montaigne a rencontré des cannibales à Rouen, ou à Bordeaux, bon, il y a une incertitude, peu importe, lorsque des nobles d'Amazonie ont été amenés en France par les colons français, ont été présentés au roi de France, Charles IX, et Montaigne était là, et il leur a parlé, il raconte ça à la fin de son chapitre des cannibales. Et puis Montaigne était tellement curieux de cette nouvelle culture, enfin de cette culture pas nouvelle, mais très éloignée, qu'il a acheté ce qu'on appelle des americanas, c'est-à-dire des objets, une épée, un gobelet, une sorte de bâton de pluie, vous savez, ces bâtons dans lesquels il y a des petites grenailles, on les secoue, ça fait du bruit. Bon, voilà. Il a acheté un certain nombre de choses comme ça, et puis il a énormément lu. Donc Montaigne est un homme qui a beaucoup réfléchi, à la fois à la question du protestantisme, à la question, bon, les cannibales, et puis au-delà des cannibales, les populations précolombiennes du Pérou, les Incas, et du Mexique, les Aztèques. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter sur la question du protestantisme, je m'arrête plutôt sur la question du Nouveau Monde et ce que Montaigne appelle les cannibales. Le chapitre 30 ou 31, d'après les éditions, du livre 1 des Essais.
Montaigne va un peu idéaliser ces cannibales. Il va expliquer au fond qu'ils représentent un état premier et pour ainsi dire natif, enfin naturel de l'humanité. Et au fond, il va les prendre comme une sorte d'instrument pour mesurer les vices de l'Europe. Montaigne va parler des cannibales comme l'inverse des vices européens. Il y a le chapitre 30 du livre 1, les cannibales, et puis le chapitre 6 du livre 3, qui s'appelle Décoche, où il revient aussi sur cette question. Et je vais m'arrêter sur un problème, parce qu'il y en a plusieurs, c'est la question précisément du cannibalisme, c'est-à-dire le fait, pour un être humain, de manger de la chair humaine. Bon, c'est quelque chose qui, en principe, fait horreur, et qui, en principe, est interdit dans toutes les cultures. Sauf que les Amérindiens pratiquent le cannibalisme. Alors Montaigne a une réaction en plusieurs temps. Dans un premier temps, il dit « c'est horrible ». J'insiste pas. Dans un deuxième temps, je lis un petit extrait, il va dire « c'est horrible, mais… » Mais quoi? Il faut que je retrouve… Je lis un peu lentement parce que le français de Montaigne n'est pas toujours facile. « Je ne suis pas mari, c'est-à-dire je ne suis pas fâché, que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, le cannibalisme, mais oui bien de quoi jugeons à point, jugeant correctement de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne c'est la torture, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement vu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, équipisés sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et de le manger après qu'il ait trépassé. Ce que Montaigne met en regard, c'est la pratique du cannibalisme chez les Amazoniens qui mangent leurs ennemis une fois qu'ils sont morts, et la pratique européenne de la torture exercée sur les ennemis religieux pendant les guerres de religion. Il s'est passé des choses absolument épouvantables. Et Montaigne nous dit, sans doute leur pratique est barbare, mais les nôtres le sont encore davantage. D'où un troisième temps, toujours dans le même chapitre, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Bon. Et quatrième moment, un tout petit peu plus loin dans le même chapitre, Montaigne écrit « Nous les pouvons donc bien appeler barbares eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » C'est-à-dire que, oui, c'est barbare de manger de la chair humaine, mais nous, Européens de 1580, n'avons rien à dire, puisque nous faisons bien pire. Nous sommes plus barbares qu'eux, et par conséquent, nos critiques tombent à côté. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples. Je m'en tiens à celui-là pour que vous voyez la position de Montaigne par rapport à cette étrangeté qu'il essaye de comprendre. Troisième temps de mon propos, je l'appelle l'estrangement. C'est un mot que vous ne connaissez pas en principe. Ça s'écrit E-S-T-R-A-N-G-E-M-E-N-T. C'est comme l'adverbe étrangement, mais avec un S en plus. C'est le moment du renversement que j'annonçais dès le début de mon propos. À savoir, les exemples étrangers ne sont pas étranges, on peut arriver à les comprendre, mais c'est nous-mêmes, à l'inverse, qui sommes étranges. Ce ne sont pas les étrangers, ce sont nos coutumes qui sont étranges. Alors, j'emprunte le mot estrangement, qui n'est pas employé par Montaigne, à un historien italien très important, qui s'appelle Carlo Ginzburg, qui est né en 1939, Ginzburg s'écrit G-I-N-Z-B-U-R-G, et qui a inventé un mot italien qui n'existe pas non plus, d'ailleurs, dans la langue italienne, qui est stranamiento. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas italianisant. Stranamiento, c'est le fait de devenir étranger à soi-même. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche, parce que c'est extrêmement important pour toute notre affaire. Alors, le mot italien stranamiento, créé dans la langue italienne par Carlo Ginzburg, a été traduit en français par estrangement. Le mot estrangement existe dans la langue du XVIe et du XVIIe siècle. Et il y a un dictionnaire français de 1606 qui s'appelle Trésor de la langue française, dans lequel le verbe étranger, puis ensuite il y a le substantif estrangement, est ainsi défini. Donc là, c'est le dictionnaire de 1606.
étranger, deux points, séparer et mettre hors de soi quelque chose et le réduire en respect, c'est-à-dire en aspect, et condition de choses étranges. Je commente cette définition. Bon, étranger quelque chose, c'est l'arracher à soi et la transformer en une chose étrange. Non pas en une chose étrangère, mais en une chose étrange. C'est-à-dire, on estrange quelque chose lorsqu'on se met à distance de soi-même et qu'un trait de son comportement, ou de son vêtement, ou de ses habitudes, d'un seul coup nous paraît étrange. On y était habitué, et puis avec du recul, on se dit, mais comme c'est bizarre. Voilà, c'est ça l'estrangement. Alors pour Carlo Ginzburg, qui a d'ailleurs aussi écrit sur Montaigne, mais sur beaucoup d'autres choses, pour Carlo Ginzburg, la méthode d'éstrangement est une discipline indispensable à l'historien. L'historien doit commencer par s'éstranger à lui-même, pour adopter un point de vue qui ne soit pas celui de son pays, de sa culture, de sa classe sociale ou de ses préjugés, et pour arriver à avoir suffisamment de distance par rapport à lui-même pour pouvoir expliquer et ou comprendre les civilisations sur lesquelles il travaille et dont il parle. C'est donc l'estrangement une modification du point de vue. Vous connaissez tous les lettres persanes de Montesquieu, si vous ne les avez pas lues, vous en avez entendu parler, et ça consiste, de la part de Montesquieu, au début du XVIIIe siècle, à décrire la société française avec les yeux supposés d'un persan qui est en visite à Paris. Bon, c'est de l'estrangement. Bon. Et beaucoup d'écrivains du XVIIIe siècle d'ailleurs ont pratiqué, donc là on est après Montaigne, mais beaucoup d'écrivains du XVIIIe siècle ont pratiqué cette méthode, sans la théoriser, mais qui consiste à regarder la société française, par exemple en France, la même chose s'est produite en Angleterre, en Allemagne, en Italie, avec les yeux d'un étranger. Mais l'estrangement, selon Carlo Ginzburg, c'est pas seulement ça. Il est plus précis que ça. Il dit l'estrangement, ça consiste à varier l'échelle d'observation. Autrement dit, faire varier l'échelle d'observation, c'est regarder de très près, de très loin, à moyenne distance. Si on regarde de très près, c'est ce qu'on appelle la micro-histoire. Si on regarde de très loin, c'est des plans très très larges. Et il y a toutes sortes, c'est comme au cinéma. Hein, on peut avoir un gros plan, on peut avoir un plan large. Enfin bon, et la variation de la profondeur du champ contribue à donner non seulement une couleur différente, mais des significations différentes aux images et à l'histoire qui est narrée, qui est représentée. Et il ajoute encore autre chose qui est peut-être encore plus important. Ce qui est important dans l'estrangement, dit Carlo Ginzburg, ce n'est pas tant d'adopter un autre point de vue que de varier plusieurs points de vue différents. Le principe de variation de point de vue est encore plus important que le fait de se mettre sur un autre point de vue. Autrement dit, les lettres persanes de Montesquieu, ça consiste à adopter un autre point de vue, c'est très bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de faire varier cet autre point de vue et d'en adopter 2, 3, 4, 5, plus ou moins proches, plus ou moins éloignés. Comme vous voyez, l'estrangement comme pratique historique, ça n'est pas du tout une rencontre fortuite où d'un seul coup on est transporté ailleurs, on est tout étonné, où c'est pas le touriste qui sort de son avion et qui naïvement et sans réfléchir regarde ce qu'il y a autour de lui. Ça, c'est pas l'estrangement. Ça suffit pas en tout cas. Ça peut fonctionner comme ça, mais ça suffit pas. Non, l'estrangement, c'est une méthode. C'est une méthode délibérée qui consiste à se rendre ignorant et naïf par rapport à soi-même. Et alors, si on pratique cette méthode d'éstrangement, et vous voyez, elle est théorisée par Carlo Ginzburg, mais à certains égards, Montaigne la pratique. Ça a trois conséquences. La dénaturalisation, la défamiliarisation et la délégitimation. Je ne veux pas employer des mots trop compliqués, mais là, je ne peux pas les éviter, ces trois mots-là. La dénaturalisation des objets de connaissance. Nos objets de connaissance paraissent naturels. Je ne parle pas ici du savoir scientifique, je ne parle pas de physique, de chimie, de cosmologie, ou de géologie. Je parle de la connaissance empirique que nous avons de nous-mêmes, de la société. Voilà. Bon. Eh bien, ces objets de connaissance sont d'un seul coup dénaturalisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'air naturels. On voit qu'ils ne sont pas naturels. On y est tellement habitué qu'on les prend pour naturels, et en fait, ils ne le sont pas. La technique d'éstrangement permet de dénaturaliser ces objets de connaissance. Deuxième effet, la défamiliarisation de la perception banale.
Ça, c'est un point très important, y compris la perception au sens le plus sensoriel du terme. Sur nos manières de voir avec nos yeux, nos manières d'entendre avec nos oreilles, nos manières de toucher avec nos mains, et nos manières de manger et de sentir. Voilà, il y a 5 sens. Bon, je fais une toute petite parenthèse, mais il se trouve que j'enseigne la philosophie de l'art à l'Université de Lille. Il y a un très grand historien de l'art qui s'appelle Gombrich, Ernst Gombrich, dont le grand livre L'art et l'illusion explique que notre vision est codée. C'est peut-être une banalité pour vous d'ailleurs, tant mieux si c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Notre vision est codée, mais il ne le dit pas comme une thèse en l'air, il le montre en montrant comment, par exemple, je sais pas, en 1500, on va trouver un rhinocéros extraordinairement ressemblant. Bon, le dessin d'un rhinocéros, hein, extraordinairement ressemblant, et puis 50 ans plus tard, on dira c'est pas ressemblant du tout. Et les critères de la ressemblance vont évoluer au cours du siècle. Je n'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple d'un rhinocéros, quoi qu'ils le prennent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rhinocéros en Europe, mais enfin, un animal européen courant, disons, sa représentation par les peintres, les graveurs, ou les dessinateurs, va paraître ressemblant en 1500 et ne paraîtra plus ressemblant 50 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que notre regard est codé, et que c'est un peu surprenant tellement nous avons le sentiment que nos sens, encore une fois, vision, oui, sont naturels, mais ils sont encodés par la société dans laquelle nous vivons. Et donc, lorsque Gainsbourg dit que l'estrangement produit une défamiliarisation de la perception, banale, il veut bien dire de la perception. C'est-à-dire que nos évidences cessent d'être évidentes. Nous vivons tous dans des régimes d'évidence. Hein. Bon, ces régimes d'évidence, si on les prend pour vrais comme 2 et 2 font 4, eh bien, il y a des tas de choses qu'on ne va pas comprendre et on va être extrêmement limité. Il faut se défamiliariser. Et enfin, ça m'amène naturellement à la 3e conséquence de ces techniques, c'est la délégitimation de nos catégories. Délégitimation de nos catégories, alors là encore, je ne parle pas des théorèmes de la géométrie, hein, qui ne sont pas concernés ici, mais je parle bien de nos catégories psychologiques, de nos catégories morales, de nos catégories sociologiques spontanées, de nos catégories politiques, etc. Délégitimer, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ces catégories les nôtres. Ça veut dire qu'elles ne vont pas de soi, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faille les jeter. Ça veut dire qu'il faut les considérer comme si elles n'étaient pas les nôtres. Comme si elles étaient portées par une civilisation que nous ne connaissons pas. Et je vais prendre 2 exemples chez Montaigne. 2 exemples très différents. L'un concerne l'usage des mouchoirs. Alors, il n'y avait pas de mouchoirs en papier à l'époque de Montaigne. Les mouchoirs étaient en tissu. Dans la noblesse, c'était d'ailleurs des tissus, de la soie, des tissus de très très grande qualité. Vous vous mouchez, et puis vous refermez votre mouchoir et vous le mettez dans votre poche. Et puis si vous avez besoin de vous moucher le lendemain, c'est le même mouchoir dans lequel vous mouchez, puis vous le remettez dans votre poche. Puis quand il est quand même bien chargé, vous le lavez, et c'est assez dégueulasse à faire. Bon, c'est la pratique. Et Montaigne dit, alors il raconte une histoire, et je préfère lui laisser la parole parce que c'est toujours plus savoureux dans la langue de Montaigne. Je lis. Un gentilhomme français se mouchait toujours de sa main. C'est-à-dire qu'il ne se servait pas de mouchoir, il se mouchait dans les doigts. Ah, ça vous paraît dégueulasse, mais vous allez voir, vous allez changer d'avis dans 1 minute. Un gentilhomme français se mouchait toujours de sa main, et Montaigne commente, chose très ennemie de notre usage. Évidemment. Défendant là-dessus son fait, c'est-à-dire il justifiait sa pratique, et était fameux en bonne rencontre, ça veut dire en bon mot. Il me demanda, donc c'est un gentilhomme, donc quelqu'un qui sait vivre, hein, il me demanda quel privilège avait ce sale excrément que nous allassions lui apprêtant un beau linge délicat à le recevoir. Et puis, qui plus est, à l'empaqueter et serrer soigneusement sur nous. Que cela devait faire plus de mal au cœur que de le voir verser où que ce fût, comme nous faisons toutes nos autres ordures, c'est-à-dire toutes les autres choses qui sortent de notre corps, les excréments et l'urine. Bon. Je trouvais qu'il ne parlait pas du tout sans raison, et m'avait la coutume ôté l'apercevance de cette étrangeté,
laquelle pourtant nous retrouvons si hideuse quand elle est récitée, quand elle est racontée d'un autre pays. Alors voilà exactement un bel estrangement. Bon, et quand on y réfléchit, mais effectivement, garder la morve de son nez dans un beau linge de soie et le serrer dans sa poche et le porter avec soi plusieurs jours, et ben quand on y réfléchit, c'est quand même curieux. Alors, deuxième exemple tiré de Montaigne, qui est un exemple de plus ample portée, qui est de nature politique et sociale. C'est à la fin du chapitre des cannibales. Montaigne raconte donc qu'il voit à Rouen, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des cannibales qui étaient en fait des grands personnages de leur pays, enfin, qui avaient été emmenés en France donc par je ne sais plus qui, mais peu importe. Et il rencontre le roi Charles IX. Alors il faut préciser qu'à l'époque, Charles IX, le roi de France, avait 12 ans. Bon, c'était comme ça, il avait 12 ans, il était roi. Et donc, Charles IX discute avec, Montaigne était à côté, enfin, pas loin. Charles IX discute avec ses princes cannibales et au fond leur demande ce qu'ils avaient trouvé de plus étonnant et de plus intéressant dans leurs premières observations. Ils venaient d'arriver en France. Ils répondirent 3 choses, là c'est Montaigne qui parle. Ils répondirent 3 choses dont j'ai perdu la 3e et en suis bien marri. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent, premièrement, qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Ah oui, voilà, ils voient un gamin de 12 ans entouré de solides gaillards armés jusqu'aux dents, et c'est le gamin qui commande, ça les étonne. Secondement, ils ont une façon de leur langage, dit Montaigne, telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Bon, voilà, on ne dit pas un homme, on dit une moitié. Bon. Donc, secondement, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté, et ils trouvaient étrange, donc les cannibales toujours, ils trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Voilà la réaction rapportée par Montaigne de princes cannibales découvrant voilà, le royaume de France en 1562 jours. Autrement dit, l'étrangeté n'est pas seulement en l'étranger, mais elle est, et c'est la procédure d'estrangement qui nous permet de mesurer, en moi-même, et même dans l'homme comme tel. Montaigne dira dans un autre chapitre, chapitre 11 du livre 2, il parlera de l'étrangeté de notre condition humaine. Et j'arrive au 4e et dernier point de mon exposé, à savoir la réflexion de Montaigne sur les coutumes. Nous avons déjà rencontré le mot, c'est la coutume qui nous fait trouver naturelles des choses qui ne le sont pas du tout. Il faut précisément pour, réduire l'étrangeté des étrangers, et 2, saisir l'étrangeté de ce qui nous est familier, les 2 opérations symétriques, il faut accepter de limiter la puissance de la coutume. On ne peut pas renverser la puissance de la coutume, mais on peut en prendre conscience, on peut la limiter. Il faut se défaire du confort de la coutume. C'est confortable, les coutumes. Et quand je parle des coutumes, quand Montaigne parle des coutumes, ce ne sont pas seulement les pratiques, ce sont aussi les croyances, les valeurs. Qu'est-ce qu'une coutume? C'est l'ensemble non critiqué et la plupart du temps inconscient des pratiques, des croyances et des valeurs qui pour nous vont de soi. Je me permets de répéter la définition parce que je la crois importante. L'ensemble non critiqué, parfois inconscient, des pratiques, des croyances et des valeurs qui, pour nous, vont de soi. Et elles vont tellement de soi qu'un des premiers effets de la coutume, c'est de se cacher elle-même comme coutume. La coutume ne se donne pas comme coutume.
la coutume au sens de Montaigne se donne comme allant de soi, c'est-à-dire comme naturelle, c'est-à-dire comme n'étant pas une coutume. Autrement dit, si on veut mettre en discussion une coutume, il faut déjà se rendre compte qu'elle ne va pas de soi, qu'elle n'est pas naturelle. L'exemple du mouchoir, qui est un exemple amusant, permet de bien saisir ce que veut dire Montaigne. Aujourd'hui, on pourrait employer un terme différent, on pourrait même dire que la coutume, c'est une sorte, on pourrait appeler coutume ce qu'on appelle souvent idéologie. L'idéologie, c'est l'ensemble des croyances, des pratiques, des valeurs qu'on ne voit pas, qui nous paraissent aller de soi, et dans lesquelles nous vivons sans mesurer qu'elles pourraient être autres. Alors, le discours de Montaigne sur la coutume, il est complexe, parce qu'il y a deux volets, au fond. D'un côté, la coutume est sage, et de l'autre côté, la coutume est folle. La sagesse de la coutume, c'est qu'elle assure une certaine stabilité. Et à double niveau, une stabilité individuelle et sociale et une stabilité collective. Pardon, excusez-moi, premier niveau, une stabilité individuelle, deuxième niveau, une stabilité collective et sociale. Alors Montaigne, je ne peux pas développer ce thème, mais Montaigne a, dans les essais, beaucoup développé l'idée de la fantaisie, de la bigarrerie de l'esprit humain et même d'une sorte de folie de l'esprit humain. Bon, l'esprit humain livre à lui-même bat la campagne. L'esprit humain engendre des chimères, des croyances absurdes, des comportements... Bon, l'esprit humain invente des tortures insensées. Montaigne insiste beaucoup, il est dans un siècle très cruel, et Montaigne s'est toujours battu contre l'usage de la torture. Bon, il dit, mais c'est une des choses les plus négatives de l'esprit humain, c'est l'ingéniosité que met l'esprit à faire souffrir autrui. Bon. Là, c'est l'esprit, vous voyez, sans règle, au fond. La coutume a au moins l'avantage qu'elle stabilise cette espèce de dérive de l'esprit individuel et elle stabilise la société. C'est un thème assez conservateur. Montaigne a un côté très conservateur, tout simplement parce qu'il vit dans une époque de guerre civile, qui se méfie des nouveautés, qui en risque d'entraîner plus de troubles que de bénéfices. La coutume, les usages, ce qu'on a toujours fait, c'est sans doute pas terrible, c'est sans doute très critiquable, mais ça a le mérite de stabiliser l'individu et le corps social. Ça, c'est la sagesse de la coutume. Mais la folie de la coutume, c'est qu'elle nous barre l'accès au vrai visage des choses. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'il y a chez Montaigne un vrai visage des choses? On peut en discuter. Montaigne a un côté très sceptique. Peut-être qu'il n'y a pas de vérité. Enfin bon, je ne veux pas développer cette question du scepticisme de Montaigne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la coutume impose son filtre à toutes nos perceptions. Il dit même, dans une phrase très violente, la coutume hébète nos sens. Nos sens, encore une fois, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. La coutume hébète, ça veut dire la coutume, comment est-ce qu'on hébéter, quoi. Bon, voilà. Voilà. Alors, la folie de la coutume, c'est qu'elle nous gomme cette bizarrerie. La coutume, au fond, c'est l'ennemi de l'estrangement, et l'estrangement, c'est l'ennemi de la coutume. Voilà, vous avez compris. Et donc, la bizarrerie des choses, des croyances, des pratiques est masquée, je dirais même refoulée. Pour résumer ces deux côtés de la coutume, je dirais, les coutumes sont absurdes, mais elles règlent la vie. Alors, tantôt Montaigne met un coup de projecteur sur le fait que les coutumes sont absurdes, tantôt il met un coup de projecteur sur le fait qu'elles règlent la vie. Et il n'y a pas de synthèse entre les deux. Et c'est pourquoi Montaigne, par parenthèse, n'est pas un philosophe reposant, parce qu'il ne nous dit pas la vérité c'est ça, le dernier mot c'est ça, surtout pas. À chaque fois, on le lit, c'est passionnant, c'est un peu difficile, mais à chaque fois, il relance la réflexion. Je voudrais lire un petit extrait, toujours du chapitre de la coutume, page 179 dans cette édition. Montaigne décrit ce qui se passe quand on arrive à s'arracher à ce qu'il appelle le préjudice de la coutume. Alors la langue de Montaigne, c'est la langue du XVIe siècle. Préjudice, ça veut dire préjugé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je lis là aussi un peu lentement. Qui voudra se défaire de ce violent préjudice de la coutume, il trouvera plusieurs choses reçues d'une résolution indubitable qui n'ont appui qu'en la barbe chenue et ride de l'usage qui les accompagne. Mais ce masque arraché,
rapportant les choses à la vérité et à la raison, il sentira son jugement comme tout bouleversé et remis, pourtant, en bien plus sûr état. Ce que Montaigne décrit ici, c'est presque une conversion. C'est-à-dire que si on arrive à s'arracher aux préjugés qui nous viennent de la coutume, notre jugement va être tout bouleversé. Or, le jugement, c'est capital pour Montaigne. Montaigne dit des essais, c'est le titre de son livre, ce sont des essais de mon jugement, et il incite son lecteur à pratiquer un jugement libre, honnête, etc., sur les choses. Montaigne s'intéresse moins aux choses qu'au jugement que nous, hommes, nous pouvons porter sur les choses. Et il cherche moins à nous dire la vérité des choses qu'à nous donner des outils pour rectifier ou améliorer la qualité du jugement que nous portons sur elles. Et donc, arracher son esprit à ces coutumes qui ne reposent sur rien, la barbe chelue, l'ancienneté, quoi, on voit le sens des métaphores, eh bien, le jugement est bouleversé et remis, pour ainsi dire, en un état plus sûr. Ça ne veut pas dire qu'on trouve la vérité. Ça veut dire qu'au moins, on n'est plus victime de pseudo-évidence et qu'on est capable de juger par soi-même. Et donc, cette étrangeté produite par ce rejet de la coutume ou cette manière de défaire la coutume, cette étrangeté produite est différente de l'étrangeté par rencontre ou par scission. Et là, on a la totalité, je ne veux pas dire du système, parce que Montaigne n'est pas un système, ne ferait pas un système, mais enfin, disons, le dispositif théorique que je voulais vous proposer, étrangeté par rencontre, étrangeté par scission, vous avez compris, et puis cette étrangeté, cette estrangeté produite par estrangement, où c'est nous-mêmes qui nous voyons avec les yeux de l'autre, et tout ceci produit une sorte de permutation du proche et du lointain, de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire par exemple les coutumes des cannibales, dont certaines sont tout à fait épouvantables comme le cannibalisme, justement. Mais l'extraordinaire nous devient intelligible, et après tout, il y a quelque chose que l'on peut comprendre. Bon. À l'inverse, l'ordinaire, à savoir les évidences dans lesquelles nous vivons, prises ou regardées avec recul, paraissent extravagantes et nous amènent non pas à une vérité, mais à un meilleur jugement. À l'arrivée d'ailleurs, l'étrangeté est quelque chose d'irréductible. Parce que si on réduit un peu l'étrangeté de l'étranger, c'est pour accroître l'étranger de nos propres pratiques, croyances, coutumes et valeurs. Donc on reste dans un monde étrange. Et le monde de Montaigne, je vais conclure par là, le monde de Montaigne est un monde extraordinairement étrange. Montaigne, comme beaucoup d'hommes à la Renaissance d'ailleurs, beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes à la Renaissance, est très sensible à la varietas rerum, comme on disait, à la variété des choses, l'extraordinaire variété du monde, à la variété des plantes, la variété des animaux. Et de ce point de vue-là, la découverte du Nouveau Monde a été, la découverte, si on veut, la conquête du Nouveau Monde a apporté un bestiaire nouveau, une flore nouvelle, des plantes, des animaux, le monde est toujours plus varié. Montaigne a écrit une chose très étonnante dans le dernier chapitre de son livre, le chapitre 13 du livre 3 de l'expérience. La ressemblance ne fait pas tant un comme la différence fait autre. Ça, c'est une phrase extraordinaire. La ressemblance ne fait pas tant un comme la différence fait autre. Il y a un primat de la différence sur la ressemblance. Bien sûr, la ressemblance, je ne sais pas, entre un frère et son frère, par exemple, il y a une ressemblance, mais elle ne fait pas tant elle ne crée pas tant d'unité que la différence entre les deux ne crée d'altérité. Il y a un primat, allez, j'emploie un grand mot de philosophe, ontologique, c'est-à-dire qui tient à l'être, à la nature des choses. Il y a une sorte de primat ontologique donné au principe de différence sur le principe de ressemblance. Et ça, c'est... Montaigne le dit avec beaucoup de force, mais il y a un arrière-fond dans la culture de la Renaissance, on trouverait des idées un peu peut-être du même genre chez Rabelais, chez d'autres écrivains, et pas seulement en France, mais Montaigne en fait un véritable thème. Le monde est bigarrure, et nous-mêmes, nous sommes des bigarrures. Nous-mêmes, dit Montaigne, nous sommes faits de lopins, de petits morceaux cousus les uns sur les autres. Et tantôt je suis assis et moi à cette heure et moi plus tôt, moi plus tard, je ne suis pas le même.
Montaigne insiste beaucoup sur ce principe de différence. Et c'est l'acceptation de ce principe de différence qui nous fait saisir l'étrangeté autrement. Je conclus, pour le bon cette fois-ci, par un dernier extrait de Montaigne, qui réemploie le mot barbare qu'il a employé à propos des cannibales. Mais là, ce n'est pas dans le spirit des cannibales. Les barbares, dit Montaigne, ne nous sont de rien plus merveilleux, plus extraordinaires, que nous sommes à eux. Autrement dit, nous les considérons comme très étranges, mais eux nous considèrent comme très étranges. Bon. Les barbares ne nous sont de rien plus merveilleux que nous sommes à eux, ni avec plus d'occasion, comme chacun avouerait, si chacun savait, après s'être promené par ces lointains exemples, se coucher sur les propres et les conférer sainement. Alors je vais commenter la phrase parce qu'elle est un peu difficile et je la répéterai, je la relirai, pardon. Donc, premier temps, vous avez compris, les barbares ne sont pas à nos yeux plus extraordinaires ou extravagants que nous ne le sommes à leurs yeux. Premier point. Et deuxième point, ni avec plus d'occasion, c'est-à-dire qu'ils ont autant raison de nous trouver extravagants que nous avons raison de les trouver extravagants. Comme chacun avouerait, c'est-à-dire comme chacun d'entre nous serait d'accord, même si au point de départ l'idée peut paraître bizarre, si chacun savait, après s'être promené par ces lointains exemples, j'aime bien cette idée de promenade d'ailleurs, promener parmi ces lointains exemples en voyageant, en lisant des livres de voyageurs, en lisant des livres d'ethnologie, etc., etc., se coucher sur les propres, c'est-à-dire se coucher, revenir et examiner ses propres exemples, ses propres croyances, ses propres pratiques, ses propres comportements, et les conférer sainement. Alors conférer, ça veut dire comparer. Dans la langue du XVIe siècle, conférer, c'est comparer. Bon. Et donc, c'est exactement ce principe que j'ai énoncé dès le début de cette conférence, au sens usuel, cette fois-ci, au sens moderne, à savoir, les exemples étrangers ne sont pas étranges, et les exemples propres sont étranges. Voilà. Donc je relis la phrase. Les barbares nous sont de rien plus merveilleux que nous sommes à eux, ni avec plus d'occasion, comme chacun avouerait, si chacun savait, après s'être promené par ces lointains exemples, se coucher sur les propres et les conférer sainement. Merci. Bien, s'il vous plaît. Alors, en fait, on a prévu un petit temps en fait, pour d'éventuelles questions que vous souhaiteriez poser à M. Sèvres, que je remercie pour sa conférence, que j'ai jugée pour ma part très éclairante. Je pense en particulier à mes propres élèves qui ne sont pas des élèves de terminale, donc qui n'ont pas encore fait de philo. Je pense que pour les élèves de première, c'est plutôt un bon éclairage. Merci beaucoup. Donc, si certains en fait, souhaitent adresser une remarque ou une question à Bernard Sèvres, n'hésitez pas, je passerai le micro. C'était juste une question toute simple. Est-ce que Montaigne était athée ou il était catholique? Alors, cette question, vous m'entendez? Je peux... Bon, pas besoin du micro. Cette question n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de discussions. Ah voilà, merci. Cette question n'est pas si simple que ça. Est-ce que Montaigne était athée ou est-ce que Montaigne était catholique? Vous trouverez depuis 60 ans toute une série de textes qui disent un peu tout. Voilà, toutes les positions ont été soutenues. Il y a un grand livre sur Montaigne qui est très ancien, d'Hugo Friedrich, qui était un savant suisse, qui s'appelle Montaigne tout simplement. Et lui, il dit, mais c'était dans les années 1950, il dit Montaigne n'est pas chrétien. Montaigne est un athée. Et aujourd'hui, la majorité des spécialistes de Montaigne considèrent qu'il était catholique et même bon catholique. Et entre les deux, on a dit que Montaigne était un protestant déguisé, que Montaigne n'avait pas d'opinion, que Montaigne était agnostique. Bon. Alors, pourquoi ces difficultés? Moi, je pense que Montaigne était catholique.
Il y a un historien qui s'appelait Thierry Van Ekvelen qui a écrit un livre sur les hésitations religieuses au XVIe siècle, ni Rome ni Genève. Bon. Les gens qui hésitaient. Bon. Et il a tout un chapitre sur Montaigne, les gens qui hésitaient entre la catholicité et le protestantisme. Et il a tout un chapitre sur Montaigne, et c'est un historien, et avec ses moyens d'historien, il dit mais Montaigne a toutes les pratiques d'un catholique. Il va à la messe, il a un oratoire chez lui, il dit sa prière, quand il va en Italie, il s'arrête dans les grands endroits religieux, je n'ai plus le mot en tête, etc. Il dépose un ex-voto à Notre-Dame de Lorette, c'est-à-dire... Voilà. Et donc, il a toutes les pratiques d'un catholique. Alors, à moins de supposer que ce soit un hypocrite complet, et qui pense complètement autrement que ses pratiques, il faut bien admettre qu'il est catholique. Et moi, je pense qu'il est catholique. Alors, comme il y a évidemment des choses dans les essais de Montaigne qui ne sont pas très catholiques, je suis arrivé personnellement à une conclusion un peu bizarre, à savoir que Montaigne est catholique, mais que son livre ne l'était pas toujours. Voilà. Bon. Pas d'autres questions? Alors moi j'en ai une. Il y a quelque chose qui m'a toujours troublé en fait, en particulier dans le chapitre des cannibales et qu'on a abordé avec les élèves de première récemment. Vous l'avez évoqué, vous avez dit en fait que Montaigne faisait du cannibale, alors réel, sociologiquement observable, enfin ethnographiquement observable plutôt, une figure de l'homme primitif. Oui. Donc de l'homme de la nature, c'est en fait une espèce de fiction de pensée, quoi, une espèce de fiction philosophique, mais en même temps il évoque des coutumes qui ont été observées. En fait, la question c'est est-ce que c'est une figure de l'altérité culturelle ou une figure de pensée, une figure de l'homme naturel? Pour moi, il me semble que c'est pas très clair dans le texte. Je suis pas sûr de comprendre totalement la question. Ah d'accord. C'est vraiment que j'étais pas clair. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait la plupart des élèves sont des terminales que donc je ne verrai jamais dans mon cours, donc c'est très bien. Non, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il s'appuie en fait sur des témoignages de voyageurs de l'époque. Donc il évoque les coutumes des indigènes. Donc du coup, il en fait une figure de l'autre, quoi. D'accord. Mais en même temps, il en fait aussi une espèce de figure d'un homme de l'origine. Alors en fait, il me semble qu'il n'y a pas une espèce d'aporie en fait de contradiction qui est insurmontable, mais peut-être que je le trouve. Non, là je crois que je comprends la question, et c'est une question très difficile. Là aussi c'est une question très difficile parce qu'il y a plusieurs manières de lire le fameux chapitre de Montaigne sur les cannibales, qui est un des chapitres les plus célèbres des essais, et elle est très juste titre. Mais c'est un chapitre faussement clair. C'est-à-dire que quand on le lit, on est très content, c'est pas très long, on comprend bien. En plus, on se dit que Montaigne est plein de bons sentiments, qu'il est contre le colonialisme. Ça entre en phase avec des pensées excellentes d'ailleurs, qu'en général nous partageons, et tout ça paraît très bien. Puis quand on essaye de lire d'un peu plus près, on voit que c'est un peu plus complexe. Par exemple, on dit souvent que Montaigne nous dit que nous sommes plus barbares que la barbarie cannibale, mais il dit aussi qu'ils sont barbares, j'ai insisté, il le dit explicitement. Eux aussi ils sont barbares, mais ils le sont moins que nous. Mais eu égard aux règles de la raison, ils sont barbares. Alors maintenant je réponds à votre question plus directement. En fait, il y a deux discours qui ne sont pas tout à fait cohérents ensemble dans le chapitre de Montaigne sur les cannibales. D'un côté, il dit ce sont les hommes de la nature. Et il dit, avec toute une liste au début, ils ont sans loi, sans règles, sans religion, sans art, sans rien du tout. Ils sont tout nus en plus. Il y a toute une discussion sur la nudité. Bon, quand les Français vont arriver au Brésil, ils vont les obliger violemment à se vêtir, ce qui était une violence culturelle incroyable. Bon, ça se passera pas bien du tout. Bon, ils sont tout nus, etc., etc. D'un côté, donc Montaigne dit ça, et il considère au fond que c'est une sorte d'humanité première, naïve, naturelle, naïve au bon sens du terme, naturelle, et on a même l'impression que si on parle le langage de la religion chrétienne, qu'ils sont avant le péché originel. Voilà, comme s'il n'y avait pas de péché. Bon. Et il y a des pages du chapitre des cannibales qui correspondent à ça. Mais d'un autre côté, dans le même chapitre, on découvre qu'il y a des relations politiques, qu'ils ont des rois. À la fin du chapitre des cannibales, Montaigne demande d'ailleurs quand on est roi, quel est l'avantage, et en gros, l'avantage, c'est qu'on lui ouvre le chemin au roi quand il traverse une forêt un peu épaisse. C'est le principal avantage d'être roi là-bas, c'est qu'on vous ouvre le chemin. Bon, voilà, mais ça veut bien dire que contrairement à ce qu'il dit dans le même chapitre, il y a quand même des institutions politiques.
Bon. Et de même d'ailleurs, dans le même chapitre, il rapporte deux chansons, enfin deux morceaux de poèmes, une chanson amoureuse et une chanson guerrière. Ce qui prouve qu'il y a de l'art, voilà, exactement. Alors, je pense que Montaigne veut jouer sur deux tableaux à la fois. Que d'un côté, en effet, il veut avoir une sorte de fiction théorique, de fiction philosophique, qui va permettre d'évaluer la mauvaiseté européenne à la lumière d'une humanité purement naturelle qui construit à partir des cannibales. Et de l'autre côté, c'est effectivement une altérité culturelle. Là, je comprends maintenant mieux la première formulation de votre question. On comprend parfois une question en y répondant, hein, ça arrive. Et donc, effectivement, sur ce second volet, les cannibales, encore une fois, ce sont les Tupinambas, les Tupi-Cavaïbes, ce sont les mêmes populations dont Lévi-Strauss étudiera dans les années 30, plusieurs siècles après, les derniers groupements, hein, ceux qui n'avaient pas été complètement annihilés par la colonisation portugaise. Et donc, les Tupi-Cavaïbes, les Tupinambas, bon, ces populations, ils ont une culture, ils ont de la poésie, ils ont des rois, ils ont des coutumes, ils ont des prophètes, ils vivent dans des granges, et ils ont même des objets techniques dont Montaigne a quelques exemplaires dans sa maison, et par conséquent, ils ont bien une culture. Et s'ils ont une culture, ils sont plus purement nature. Et donc, en effet, on a ce double modèle qui fusionne pas très bien, d'une humanité purement naturelle et d'une humanité qui a une culture cohérente et qui est autre que la culture européenne. Et c'est là où on commence à se dire, ce chapitre si intéressant n'est pas si simple. Voilà. Merci beaucoup.